La fin d'année approche et qui dit nouvelle année dit nouveau budget. Il a été présenté par Michel Barnier et sera voté par le Parlement dans les jours qui viennent. C'est un budget ambitieux qui prévoit 60 milliards d'euros d'économies en 2025. Mais qui va payer tout ça? C'est la question que nous avons posée à Olivier Babot, économiste et président de l'Institut Sapiens. Michel Barnier a donc annoncé son budget pour 2025. Il espère faire 60 milliards d'économies. Et alors, je vais le faire très simple, mais en gros, il y a deux manières de proposer des coupes dans le budget et essayer de jouer avec cette dette qui nous dépasse. C'est soit la réduction de la dépense publique, soit l'augmentation des impôts. Est-ce que vous savez ce qu'a choisi Michel Barnier? Est-ce qu'il a choisi l'un ou l'autre? Est-ce qu'il fait un peu des deux? La promesse initiale, c'était 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers baisse des dépenses, 1 tiers augmentation des recettes. Le Haut Conseil des finances publiques a montré que la copie présentée, ça ne préjuge peut-être pas de la copie qui sera adoptée, même si ce n'est pas tout à fait certain qu'il y ait beaucoup de changements. On verra à l'heure où on enregistre, oui, n'est-ce parce pas? que là, à l'heure où on enregistre, on est encore en débat Bon, parlementaire. enfin, grosso modo, on était dans le 2 tiers, 1 tiers, mais plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'il y avait 2 tiers d'augmentation des dépenses, d'augmentation des recettes, des impôts, donc des impôts, et 2 tiers baisse des dépenses. Alors, pourquoi ? En grande partie parce que dans ce qu'on appelle baisse des dépenses, il y a en réalité de l'augmentation des impôts. Pourquoi ? Parce que les baisses des dépenses, c'est ce qu'on appelle parfois, à Bercy, les dépenses fiscales. Une dépense fiscale, c'est par exemple une niche. C'est une réduction d'impôts pour tel sujet, c'est une réduction de cotisations sociales, par exemple, sur les bas salaires. Et donc, quand vous réduisez ça, officiellement, vous baissez la dépense. En réalité, ça se traduit pour monsieur, madame, tout le monde, pour les entreprises de différentes tailles, par des augmentations de prélèvements. En grande partie, pour retenir les choses simplement, en grande partie, l'effort aujourd'hui d'ajustement énorme qui est demandé, parce qu'on a entre 50 et 60 milliards à trouver, et pas pour arriver à l'équilibre, c'est pour arriver à 5% de déficit, ce qui est déjà énorme. Donc cet effort énorme, en réalité, il est avant tout demandé sur les recettes, c'est-à-dire sur des prélèvements supplémentaires. Si on se concentre sur la réduction de la dépense publique, en clair, est-ce que vous pouvez nous dire, il y a évidemment plein de choses qui sont proposées, on ne va pas aller dans le détail de tout, mais qu'est-ce qui a été choisi pour une coupe du budget? Quelles dépenses on va enlever d'ici normalement 2025? Alors il y a d'abord une partie qui est une partie annoncée mais pas documentée, pas détaillée. Voilà, on va essayer de baisser de temps la dépense, mais on n'a pas plus de précision. À quel ministère va-t-on demander ces efforts ? Est-ce qu'on va le repartir sur tous les ministères ? Est-ce que certains vont être plus touchés que d'autres ? C'est difficile à savoir. Alors, on a quelques pistes. Malheureusement, la recherche serait un petit peu touchée. Il y a aussi des choses autour du financement de la santé, qui là d'ailleurs font partie de ces baisses des dépenses qui sont en fait plutôt des augmentations de prélèvements, puisque l'idée c'est par exemple pour une consultation de baisser la prise en charge de la sécurité sociale, qui théoriquement serait compensée par les mutuelles, par les complémentaires. Or, les complémentaires ont déjà annoncé, ce qui est assez logique, qu'elles répercuteront sur, évidemment, les cotisations, ce qui est évidemment un mécanisme assez courant. Donc, pour l'instant, vous voyez, il n'y a pas énormément de choses, pas de choses extrêmement substantielles, il n'y a pas de dépenses énormes baissées, il n'y a pas d'annonces incroyables, vraiment rien de nouveau de ce point de vue-là. Une dernière demande, d'ailleurs, qui a été faite, mais là, ça ne concerne pas l'État directement, c'est l'État qui demande aux collectivités locales de faire des efforts, parce que vous savez qu'on distingue en réalité fonction publique d'État, fonction publique territoriale, fonction publique hospitalière, c'est qu'il y a ces 3 grands bouts. Souvent, on parle de l'État de façon générale, mais en réalité, quand il faut regarder un peu plus précisément, il y a les collectivités locales. Et là, il y a un grand débat, parce que les collectivités locales disent « nous sommes en fait relativement rigoureuses. Si nos coûts augmentent, nos dépenses augmentent, c'est parce qu'on nous donne énormément de nouvelles missions qui ne sont pas toujours compensées par l'impôt. Et nous, en revanche, quand nous empruntons, quand nous avons un déficit, c'est uniquement pour l'investissement parce qu'on ne peut pas faire d'un déficit pour le fonctionnement. Donc notre endettement, c'est toujours un endettement pour l'investissement. Est-ce qu'il y a des secteurs ou des ministères qui ont été mieux dotés, à qui on a promis un peu plus ? Alors, il faudra voir, comme on dit, c'est à la fin du marché qu'on compte les chapeaux vendus, n'est-ce pas ? Donc, on verra à la fin qui a gagné ou pas. Je crois que l'armée, par exemple, va être un peu épargnée. Alors, c'est le sens de l'histoire. Et je trouve heureusement qu'on ne soit pas assez fou pour baisser la dotation de l'armée, parce que depuis longtemps, on avait adopté une programmation militaire qui prenait en compte le fait qu'il fallait faire monter en puissance dans le PIB nos dépenses militaires. Et ça, c'est quand même très difficile à remettre en cause. C'est plutôt une bonne nouvelle.
Du côté de l'écologie, je crois que Mme Pannier-Runacher est plutôt protesté contre ce qui n'était pas vraiment une baisse, mais ce qui était plutôt une moindre augmentation, parce qu'il y a toujours cette subtilité-là. Hein. Michel Barnier, d'ailleurs, quand il a présenté les efforts, a dit nous, on va faire beaucoup d'efforts pour baisser les dépenses. Et ce que le Haut Conseil des finances publiques a souligné, c'est pour ça que c'est plutôt 2 tiers, 1 tiers dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'en fait, beaucoup de ces baisses de dépenses ne sont pas des baisses de dépenses. L'État ne va pas dépenser moins l'année prochaine. Il va juste limiter la hausse. C'est une hausse moins rapide. Donc, c'est un petit peu jouer sur les mots, d'ailleurs, de dire qu'on va faire des efforts. Donc, voilà, pour l'instant, on ne sait pas très bien. Alors, la culture, normalement, devrait aussi être préservée, sanctuarisée. Avec même, j'ai vu des projets de nouveaux musées autour du cinéma, par exemple, de la ministre de la Culture, Rachida Dati. C'est difficile à dire pour l'instant. Et encore une fois, je crois que c'est la recherche, malheureusement, dont il était entériné qu'elle baissait un peu ses moyens. Et si on parle de l'autre levier, donc de la dépense, des revenus, des recettes, exactement, recettes, donc des impôts, de fait. Qu'est-ce que le budget 2025 prévoit? Qui va être touché au niveau des entreprises, au niveau des ménages? Alors, ça a été la foire, le concours Lépine de l'impôt, la foire à l'idée fiscale, avec une créativité absolument extraordinaire. Beaucoup d'idées qui ont été rejetées. Il y a des idées qui sont déjà dans le projet initial. Alors, il y a des choses qui, théoriquement, vont concerner les gens les plus riches et les plus grandes entreprises. Un alourdissement du prélèvement forfaitaire unique, on n'est pas tout à fait sûr, mais il y aurait une augmentation de l'impôt sur les sociétés pour les sociétés qui font plus de tant de milliards de chiffre d'affaires, qui sont spécialement grandes. Donc en fait, une sorte de prélèvement exceptionnel. Il y aurait aussi un prélèvement sur les plus riches. Alors il y a peu de gens le savent parce que peu de gens le payent, mais il y avait déjà depuis Sarkozy, en fait depuis Fillon, ce qu'on appelait un prélèvement exceptionnel sur les plus hauts revenus, qui rajoutait jusqu'à 4% en taux marginal de prélèvement sur les revenus des plus riches. Évidemment, ça ne concerne pas tout le monde. Ces gens-là, l'idée, c'est qu'on va à nouveau augmenter ce taux qui était déjà à 4%. Il existait déjà, il n'a jamais été supprimé. Vous savez, les impôts temporaires sont souvent des impôts qui durent. Et donc cet impôt, il était toujours là depuis Fillon. Il ne faisait pas de bruit, tranquillement, on le laissait. Et donc l'idée, ce serait de l'augmenter pour arriver à gagner, on espère, peut-être 1 milliard, 1,5 milliard. Et ça concerne combien de personnes? Au début, on pensait que ça concernerait 60 000 personnes, mais on se rend compte qu'en fait, ça ne sera même pas la moitié. Ça sera beaucoup moins. Voilà. Donc des très grandes entreprises et puis des très hauts revenus. Mais évidemment, ça fait qu'une toute petite partie. Oui. Il y a plein d'autres idées qui devraient augmenter les prélèvements. Vous avez par exemple, alors est-ce que ça va être gardé, un bonus-malus, plutôt un malus d'ailleurs, sur les achats de véhicules. En gros, vous allez payer plus cher quand vous allez acheter votre voiture. Il y aurait aussi l'idée d'augmenter ce qu'on appelle la taxe sur les billets d'avion. On appelle d'ailleurs, de façon un peu narquoise, la taxe Air France, parce que c'est malheureusement surtout notre compagnie, la compagnie française qui paye, mais bon, théoriquement, c'est pas que Air France, c'est tous les vols au départ de la France qui payent. Et ça, évidemment, ça va toucher les gens qui prennent l'avion. Alors, on pourrait dire, oui, les gens qui prennent l'avion, c'est plutôt des gens riches. Mais en fait, on sait que ça peut aussi toucher les retraités qui partent en week-end. Évidemment, vous allez payer beaucoup plus si vous êtes en classe affaires plutôt qu'en économie. Mais enfin, globalement, c'est quand même des coûts substantiels. C'est plusieurs dizaines jusqu'à 120 ou peut-être 200 euros supplémentaires en coût. Voilà, il y a plein de petites hausses de ce type-là qui pourront effectivement être ressenties par presque monsieur et madame tout le monde. On voit beaucoup passer le mot d'austérité ou de rigueur. Est-ce qu'on est vraiment dans une politique d'austérité et si oui, est-ce qu'on aurait pu faire autrement ou on est obligé de serrer la ceinture? C'est difficile ce terme d'austérité parce que ça suggère qu'on pourrait faire autre chose, qu'il y a une forme de choix. En fait, on est au pied du mur là. On est au pied du mur de l'impasse budgétaire. Voilà. Et on prend les mesures au moment où on n'a quasiment plus le choix et donc des mesures qui sont assez difficiles. Quand vous repoussez les solutions, les décisions difficiles, vous avez des lendemains encore plus difficiles. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, nous sommes héritiers, en réalité, d'une situation qui pourrit depuis quasiment 50 ans. On vit au-dessus de nos moyens depuis très longtemps et surtout, on ne veut pas accepter le fait de notre appauvrissement. Et le problème, c'est que nous avons le système de protection le plus généreux du monde, à tous les niveaux.
pour la vieillesse, pour la maladie. Et on peut légitimement y être très attaché, même si évidemment il n'est pas parfait. Malheureusement, il nécessite d'être très riche. Il nécessite qu'il y ait beaucoup de gens qui travaillent, qu'il y ait beaucoup de création de valeur, qu'il y ait énormément de recettes, qu'il y ait beaucoup d'entreprises qui viennent. Or, nous perdons des parts de marché à l'étranger. Notre position extérieure nette est déficitaire, c'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui possèdent des choses en France que des gens de France qui possèdent des choses à l'étranger. Des gens étrangers qui possèdent des choses en France que le contraire. Et tout ça, nous l'avons caché par l'endettement. Vous savez, c'est exactement comme un foyer qui dépenserait plus qu'il ne gagne et qui paierait la différence par des crédits à la consommation. Voilà. Au bout d'un moment, ça finit par être très difficile. Alors, vous pouvez appeler ça austérité, rigueur, méchanceté, tristesse, tout ce que vous voulez. Vous pouvez donner tous les qualificatifs possibles. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix parce que le grand risque, c'est une perte de confiance très forte de la part de ceux qui nous prêtent. Et il faut savoir que nos revenus, nos recettes, sont entre 300 et 350 milliards. 300 milliards, c'est aussi le chiffre de l'argent qu'on va aller cette année et l'année prochaine emprunter sur les marchés financiers pour faire rouler notre dette. Voilà. On est obligé pour survivre de réemprunter pour rembourser la dette d'avant, n'est-ce pas ? Et aussi payer les intérêts de la dette. Les intérêts de la dette, ça va devenir d'ici 2 ans le premier budget de la France. Aujourd'hui, ces intérêts de la dette, on est aux alentours de 50 milliards, c'est en fait environ la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu qui sont mangés, qui sont absorbés par les intérêts de la dette. C'est totalement dingue et plus les taux augmentent, plus ces intérêts sont lourds et on pourrait arriver dans une sorte de spirale terrible où le poids devient totalement impossible à soutenir et à ce moment-là, les gens ne veulent plus nous prêter et quand les gens ne viennent plus nous prêter, c'est juste les fonctionnaires qu'on ne pourra plus payer demain. Et ce jour-là, ça sera une crise bien plus grave que l'austérité. Est-ce que ce budget va coûter cher à notre croissance ? J'ai vu l'Observatoire français des conjonctures économiques qui l'estime à au moins 0,8 points du PIB, ce qui, j'ai pas le chiffre, mais à mon avis, est quand même pas mal. Est-ce que c'est ce qui va arriver ? Est-ce qu'on doit s'inquiéter justement de cette peut-être baisse de croissance ? Il y a 2 effets. Le premier effet, c'est que quand vous augmentez les impôts, vous cassez la croissance forcément, parce que y a moins de bénéfices, il y a moins de revenus distribués, il y a peut-être aussi d'ailleurs moins de création d'emplois. On parle même de plus de 100 000 suppressions d'emplois. Donc il y a cet effet-là. Le deuxième effet terrible, c'est que quand l'État, qui est si présent en France, qui est si important, qui est si lourd, dépense moins, lui aussi il a un effet contre la croissance. Donc vous voyez, ces 2 choses font que la croissance, forcément, est entachée par cet effort. Ce qui est terrible, parce que moins de croissance, c'est aussi moins de recettes. Parce que c'est la croissance qui fait... Donc c'est même pas un mal pour un bien, en fait. Même pas. C'est juste très douloureux sur le moment. Et on peut espérer qu'à terme, ça finisse quand même par s'inverser. C'est-à-dire que si on arrivait vraiment, comme l'ont fait certains pays, à alléger le poids de notre État, à le rendre plus efficace et à faire que notre État pèse moins sur la compétitivité de nos entreprises. Nos entreprises plus compétitives peuvent mieux embaucher, gagner des marchés, gagner de l'argent et puis le redistribuer à travers les impôts. Ça, c'est ce qu'on espère, mais ça ne se fait pas en un jour. C'est un peu comme vous avez tout laissé... Vous êtes devenu obèse morbide. Vous êtes laissé vivre pendant des années. Au début, c'est forcément très dur et ça ne va pas paraître très agréable tout de suite. Voilà, forcément. Il y a un moment d'autant plus long à vivre d'efforts que vous êtes laissé aller pendant longtemps. C'est exactement ce qui se passe en France. Voilà. Après, ça reste très politique. Chaque parti propose de couper là où son parti le veut. Par exemple, les députés Renaissance proposent que l'État vende une partie des participations au capital qu'il détient l'État dans un certain nombre d'entreprises, qui correspondrait à environ 180 milliards d'euros. Est-ce que ça, c'est une bonne idée ? Alors, je pense que c'est une bonne idée. D'ailleurs, je discutais avec eux et je soutenais l'idée. D'ailleurs, je crois même que j'avais tweeté l'idée avant qu'elle ne soit écrite. Je n'en revendique pas la paternité. Mais... Alors, il faut expliquer un petit peu. Oui. Ça ne changera pas le déficit, ça pourrait réduire un peu la dette. Beaucoup de gens disent « Ah, mais c'est vendre les bijoux de famille ». Première remarque qu'on peut faire, c'est que les bijoux, ils sont justement là pour qu'on les amène au mont-de-piété le jour où vraiment ça va très mal. Et en fait, ça va très mal. L'autre chose qu'on peut dire, c'est que les participations de l'État, qui sont pour environ 180 milliards aujourd'hui en valeur, sont le fruit d'une histoire où on les a accumulées par sédimentation, où parfois elles n'ont plus réellement de sens. Est-ce que ça a du sens d'avoir une partie dans Renault, par exemple, ou d'avoir encore des participations importantes dans Orange ? Est-ce que ça a aussi du sens d'avoir 100% d'EDF ? Vous pouvez vendre une partie, mettons 10%, et rester actionnaire majoritaire. Alors, même si on fait les calculs sur « Ah, mais on va perdre des dividendes »,
La première chose, c'est, si vous calculez vraiment, on va perdre, si on vend 10% de participation, on perd 200 millions de dividendes. C'est pas énorme, vous voyez, c'est quand même pas énorme. Et puis la deuxième chose, mais la vocation de l'État, c'est pas d'être un fonds qui va miser dans des boîtes pour en toucher les dividendes. La vocation de l'État, c'est d'avoir la maîtrise stratégique des choses qui sont importantes. Safran, on peut tout à fait le comprendre. Tous les organismes de défense, évidemment, pour des raisons de souveraineté qui sont évidents. Après, il y avait le cas Stellantis, mais si on regarde les différentes participations, on pourrait arriver à en trouver certaines. Et certains disent aussi c'est un symbole. Oui, mais de la même façon, les riches, les très riches, là, on leur demande beaucoup plus. C'est pas ça qui va rapporter beaucoup d'argent. C'est un symbole. Et ben, le symbole qui fait que tout le monde fait des efforts, qu'à tous les moments, qu'à tous les étages, on essaye de faire des efforts parce que la situation est grave. Je trouve qu'il n'est pas absurde non plus. Voilà. Alors, si on passe à droite, le Rassemblement national a proposé un contre-budget. Il propose, par exemple, de supprimer l'AME, donc l'aide médicale. d'État, donc aux étrangers arrivés sur le territoire, de réduire la contribution de la France à l'Union européenne, de baisser l'aide publique au développement, de supprimer 80 agences d'administration publique, comme par exemple l'OFB, pour ceux qui connaissent, de supprimer le plan vélo, de retirer des subventions aux associations écologistes, ou encore attaquer les spéculations financières. Il le chiffre à peu près 15 milliards d'euros d'économies. Est-ce que ça, par exemple, aussi, c'est des bonnes idées ? Est-ce qu'il y a effectivement quelques sous à récupérer sur ce genre de sujet-là ? Alors, les évaluations sont toujours très difficiles. C'est un peu comme quand on dit qu'il faut lutter contre la fraude, fraude sociale ou fraude fiscale. Par définition, si on savait exactement ce que c'était en montant, ce serait facile de lutter contre et de les empêcher, en particulier pour la fraude fiscale, par exemple. Donc, on essaye, on progresse. Même Bercy progresse dans la lutte contre la fraude sociale aussi, pour récupérer la fraude fiscale. Mais c'est pas si simple. Sur l'aide au développement, c'est quelque chose de... Quand on regarde les montants qui sont donnés, parfois on ne comprend absolument pas. Je veux dire, à quel titre ça peut être donné. Par exemple, vous savez qu'on donne des millions à la Chine. Bon, théoriquement, si on les donne, c'est parce qu'on veut l'aider à décarboner, n'est-ce pas, une partie de son économie. Mais c'est vrai que ça paraît bizarre quand on se rend compte qu'on est beaucoup plus petit. Il y aurait sans doute du ménage à faire et des réflexions. Mais il faut dire aussi que si on veut stopper le flux d'immigration, il faut que ça s'accompagne d'une réflexion sur le développement des pays d'où vient l'immigration. Personne ne quitte son pays par bonheur, par envie. Il le quitte en général parce qu'il est malheureux, parce qu'il n'y a pas de perspective. Donc c'est important de participer, en tout cas d'essayer de prendre en compte le développement. Mais quand quand nous-mêmes on est un pays en crise et que nous-mêmes on a du mal à joindre les deux bouts, est-ce qu'on est encore responsable de cette aide au développement ? Je comprends en tout cas leur proposition comme une sorte de recentrement sur nous. Est-ce que c'est une bonne façon de voir les choses, ou en fait dans un monde mondialisé où les entreprises sont partout, où les capitaux sont dispersés partout, est-ce que vraiment c'est imaginable ça de se renfermer ? Réduire à zéro, sûrement pas. Repenser vraiment les différentes dépenses et les priorités et prioriser et baisser des montants, ça, très probablement. Il y a probablement une étude à faire. De la même façon, ce que vous mentionnez sur les aides, mais là, c'est plutôt les collectivités locales, où on voit qu'il y a énormément d'argent dépensé pour financer des associations dont on a parfois l'impression que c'est soit des amis du dirigeant, de façon d'ailleurs assez éhontée, parfois on est assez sidéré, soit des activistes politiques plus ou moins clandestins, ou pas du tout clandestins d'ailleurs. Il y a forcément un ménage à faire dans les collectivités locales, puisqu'on en parlait tout à l'heure, qui quand même parfois se saisissent aussi de missions qui sont vraiment peut-être pas directement la mission que demandent les gens. Bon. En plus d'ailleurs du problème du millefeuille territorial et du fait qu'on a beaucoup trop de strates et qu'on pourrait simplifier. Donc voilà, il y a des propositions qui sont sans doute actionnables. Sur l'Europe, alors c'est toujours le problème, dans quelle mesure choisissons-nous ? L'Europe est un jeu collectif, à partir du moment où on y joue, on est obligé de jouer avec les règles des autres, on ne peut pas totalement décider nous-mêmes. Mais l'Allemagne a montré, par exemple dans sa décision sur l'immigration, qu'à un moment donné, on pouvait prendre des décisions fortes dont on avait l'impression que nous-mêmes, on ne pouvait pas les prendre. Mais certains prouvent qu'on peut le faire. Le problème, c'est que si tout le monde veut son argent, à ce moment-là, personne n'est contributeur net. À ce moment-là, tout le monde, ça va contre l'idée même, n'est-ce pas, de l'Europe, où au bout d'un moment, il y a une forme de péréquation où les pays riches ou les grands pays, comme nous sommes encore, dont nous faisons encore partie, contribuent aussi au développement d'autres pays.
Est-ce que, à l'inverse, donc voilà, on va passer de l'autre côté, on va passer à gauche. Est-ce que ce budget a un côté un peu de gauche? Les contributions exceptionnelles aux entreprises, on en parlait tout à l'heure, les contributions exceptionnelles aux revenus. Pourquoi est-ce que c'est souvent des mesures qui ressemblent plus à des mesures un peu sociales qui fonctionnent et qui sont prises? Parce que toujours attaquer les riches, c'est peut-être un peu plus simple que de faire des coupes plus tendancieuses, comme on en parlait à la précédente question. Alors, mon interprétation, je ne suis pas totalement dans le secret des dieux et je n'ai pas de micro chez le Premier ministre, mais ils ont voulu faire une forme de en même temps ou d'équilibre. Ils se sont dit, on va avoir plein de décisions très difficiles à faire accepter qui vont forcément à la fin toucher monsieur, madame, tout le monde, même si on ne veut pas le dire. Et donc, il faut qu'on commence. Je trouve qu'il a eu tort d'utiliser le terme de justice fiscale. C'est une très, très grosse erreur parce qu'il n'y a pas d'injustice fiscale aujourd'hui, vu le niveau de fiscalité déjà en France. Je veux dire, heureusement que les gens les plus riches sont là pour payer, parce que c'est ça qui paye quand même l'ensemble du dispositif en grande partie. C'était important de faire ces symboles pour faire accepter le reste. Et donc, il a fait ces mesures qui sont des mesures qui, normalement, devraient plaire à la gauche. Mais alors, regardez ce qui s'est passé à la Commission des finances quand a été discuté le texte, c'est finalement pas voté. En fait, vous vous rendez compte que quand vous donnez un tout petit peu, ça n'est jamais assez. C'est-à-dire que là où vous proposez de doubler, ils veulent tripler, quadrupler, et puis ils disent il faut faire exploser les impôts à tous les niveaux, au moment des donations, enlever les pactes du travail sur les entreprises, ils voulaient enlever l'assurance vie, aussi l'avantage fiscal sur l'assurance vie. Ça ne trouve jamais, de toute façon, grâce à leurs yeux. Ça n'est jamais assez, en fait, dans les prélèvements. Et puis, d'ailleurs, à côté, un peu plus à droite, ça sera trop. Peut-être côté qu'est-ce qu'il y a, par exemple, un peu de droitier dans ce budget? Peut-être, pour l'instant, c'est le ministre de l'Intérieur qui est le plus à droite, peut-être dans les signaux sur la position face à l'immigration et l'idée de refaire une loi, etc. Donc, pour l'instant, c'est peut-être ça le signal le plus à droite. Peut-être que ce qui est à droite, en tout cas, ce qui essaye d'être moins à gauche, c'est par exemple de ne pas avoir remis en cause la transformation de l'ISF en IFI. On dit toujours que l'ISF a été supprimé, il a juste été transformé en IFI. Ça, c'est plutôt... Voilà, ce qui est à droite, c'est d'avoir dit, on va essayer de pas trop alourdir le prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire la fameuse flat tax, parce que c'est quand même un des grands succès d'Emmanuel Macron. D'ailleurs, il faut rappeler qu'en instaurant la flat tax à 30%, on a vu augmenter les recettes. C'est-à-dire que vous savez, parfois, quand vous baissez le taux d'un impôt, ses recettes augmentent parce que du coup, il devient beaucoup plus intéressant. Et donc, ça, c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Cet effet Laffer, n'est-ce pas? La courbe Laffer, trop d'impôts tue l'impôt. Les hauts taux tuent les totaux, n'est-ce pas? Et donc, quand vous baissez les taux, vous augmentez les totaux. Et donc, ça, c'est la mesure, peut-être une des mesures, effectivement, le plus de droite, mais il essaye de ménager la chèvre et le chou. Et voilà, c'est pas un budget, en tout cas du point de vue économique, qui est un budget avec le couteau entre les dents. C'est plutôt un budget qui est assez exigeant pour les plus riches. Et enfin, dernière question, selon vous, qu'est-ce qui manque à ce budget? Quelle aurait été la brillante idée, ou alors peut-être qu'il y en a plusieurs? Le problème, c'est que ce qui manque le plus, c'est des choses qui prennent du temps et qui nécessitent surtout un accord assez large, parce que c'est souvent des changements institutionnels assez profonds. Ce qui manquerait le plus, c'est des réformes en profondeur pour réformer la façon dont l'État fonctionne. Ce qui manquerait le plus, c'est des réformes en profondeur sur le fonctionnement de l'État. Ce qui manque aussi, d'ailleurs, on n'a pas prononcé le mot, c'est le côté retraite. Enfin, si, j'en ai peut-être parlé tout à l'heure. Mais les retraites, il faut savoir que c'est une grande partie de notre déficit, en fait. En fait, aujourd'hui, c'est retraite maladie. En fait, c'est que notre système de protection sociale est déficitaire et l'État, avec le fruit des impôts, va abonder. Alors que normalement, la maladie, ça devrait être abondé par le système de protection sociale des cotisations et aussi les retraites par la retraite par répartition. Comme tout ça est profondément déficitaire, on n'a pas voulu l'accepter. C'est l'État qui abonde, mais ça le met dans le rouge et aujourd'hui, c'est extrêmement grave. Qu'est-ce que vous faites ? Quelle est la réinvention du système que vous arrivez à faire pour qu'enfin la maladie, que nos consultations chez le médecin d'aujourd'hui ne soient pas payées par de la dette que paieront nos enfants ou nos petits-enfants? Et pareil, comment vous faites pour que le système des retraites ne soit pas aujourd'hui une machine extrêmement puissante à créer de l'amertume, pour ne pas dire beaucoup plus, une fracture entre générations, entre des jeunes à qui on demande de cotiser de plus en plus, peut-être de travailler demain, et d'ailleurs sûrement de travailler plus longtemps pour payer des retraites à un niveau dont ils savent qu'ils n'atteindront jamais quand eux-mêmes seront à la retraite, parce que c'est une forme de pyramide de Ponzi terrible dans laquelle, comme vous savez, nous sommes enfermés. Donc les vraies réformes, elles sont là. Pour l'instant, on a fait le plus facile. Le plus facile, c'est d'augmenter les impôts.
et de limiter un peu l'augmentation des dépenses. Bon, on peut dire, le gouvernement a eu quelques semaines pour le faire. Il n'a surtout aucune légitimité, enfin, il n'a pas de poids politique, il n'a pas de majorité. En fait, pour faire les réformes dont on parle, il faudrait un président qui vient d'être élu, qui a une majorité absolue, qui, dans les 100 premiers jours, fait ce qu'il a déjà annoncé. Et là, c'est acceptable politiquement. Vous voyez bien qu'on est extrêmement loin. Ça voudrait dire qu'au mieux, il faudra attendre 2027 pour y arriver.